Aujourd'hui, on accueille Anne pour nous parler de produits métiers et de ses méthodes, de ce qu'il faut faire, de comment on s'y prend, quels sont les biais à éviter, c'est quoi un peu les étapes, avec qui sont nos interlocuteurs, plein de retours et de conseils qu'elle va nous partager sur son expérience. Et juste avant de lui donner la parole et de lui laisser nous raconter un petit peu qui elle est. Moi, je voulais vous parler un peu de Maestro et de l'événement auquel vous participez aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Flavie. Je travaille chez Maestro et je m'occupe notamment d'animer notre communauté. Et ça passe du coup par l'organisation et l'animation des Maestrix. Les Maestrix, c'est l'événement auquel vous participez, c'est des webinars ou des événements présentiels qui arrivent une fois par semaine. Et en fait, on a un invité comme Anne aujourd'hui qui vient et qui nous parle un petit peu de son quotidien, qui vient, qui nous présente son métier, qui nous présente les boîtes dans lesquelles il bosse ou dans lesquelles il a bossé, et qui nous explique un petit peu sur un sujet assez précis. C'est quoi ses tips, c'est quoi ses retours d'expérience, c'est quoi ses biais. Et en fait, l'idée, c'est qu'en tant que personne qui travaille au produit, ou en tout cas qui s'intéresse aux thématiques du product management, vous pouviez un peu être exposé à plein de manières différentes de faire du produit pour pouvoir un peu aller prendre les conseils par-ci, par-là, pour vous former et pour progresser à votre tour. Prendre un petit peu ce qui vous correspond, laisser ce qui vous correspond moins, et toujours rester un petit peu ouvert et attentif aux pratiques qu'ont d'autres personnes dans le métier. Et du coup, normalement, vous êtes à peu près tous arrivés par notre groupe Meetup. C'est là qu'on met tous les updates, toute notre line-up de nos événements. Et c'est là que vous pouvez voir du coup les prochains events qui sont organisés. Du coup, j'aimerais bien savoir qui est avec nous connecté aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez tous nous mettre dans le chat, alors votre prénom est affiché, mais plutôt votre job, qui vous êtes? Est-ce que vous êtes PM? Est-ce que vous êtes team market comme entrepreneur? Et puis peut-être aussi nous dire un petit peu ce que vous êtes venu chercher, pourquoi vous êtes connecté pour écouter ce partage d'expérience de Anne et voilà, quelles sont vos questions si vous en avez et si vous êtes déjà venu avec des questions. Mais en tout cas, nous dire un petit peu qui on est, comme ça on sait avec qui on va passer cette prochaine heure. J'entends les petits pop-up, je vois pas le chat, mais je vous laisse bien tous répondre. Et du coup, je vous ai parlé un peu de Maestro. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'école du product management. On forme des talents pour devenir PM, product designer, product ops. Et on a des programmes qui sont tous et qui passent tous par une seule pédagogie, c'est la pratique. On est convaincu que pour apprendre des nouvelles choses, il faut pratiquer, il faut s'entraîner, il faut faire des études de cas, faut faire soi-même, il faut se tromper, il faut recommencer jusqu'à ce qu'on soit un petit peu meilleur, et jusqu'à ce qu'on devienne super bon. Là, je vous ai mis un petit peu en aperçu des programmes qu'on propose. Euh, on a notamment une journée qui est dédiée au numérique responsable. C'est une journée qui est gratuite et qui du coup est très sélective parce qu'on n'a que 25 places. Et en fait, l'objectif, c'est une journée de 9h à 18h, de vous donner un petit peu la vision de comment peut polluer un produit numérique et du coup, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un meilleur impact sur les citoyens et sur la planète, enfin sur ses utilisateurs et sur la planète. On a aussi du coup un bootcamp intensif là, c'est soit en 7 semaines temps plein tous les jours, soit étalé en cours du soir pendant 3 mois et demi. C'est un programme qui est vraiment pour devenir product manager. Donc là, on voit toutes les phases de développement d'un produit. Et toujours en passant par des cas pratiques, comme je vous disais plus tôt. Et on a un bootcamp au no-code qui va bientôt arriver. On est hyper excités. C'est le 25 avril, sa rentrée. Et alors là, c'est 4 semaines pour apprendre à faire un produit en no-code, apprendre tout ce qui est automatisation, en fait, apprendre à gagner du temps, à tester ses idées rapidement et à être efficace. Et enfin, on a une formation aussi au design qui est un peu une initiation, une acculturation pour les personnes qui ont peu de notions sur la question. Et ça, c'est en cours du soir. Je vous ai mis pas mal d'éléments là. Si vous voulez aller creuser un peu plus, il y a évidemment tout sur notre site internet. Et puis, j'ai mis mon email si vous avez la moindre question. Et du coup, je commence dès l'introduction par nos prochains rendez-vous parce que j'espère bien vous revoir. Donc, comme je vous disais, il y a notre page Meetup où vous pouvez voir toute la line-up des événements si vous souhaitez participer au prochain Maestrix. Et il y a notre page LinkedIn où on met tous nos updates. Et puis, il y a notre site internet où il y a toutes les infos sur nos programmes, nos intervenants, nos alumni. Alors, Anne, du coup, si tu veux bien nous en dire un peu plus sur toi, sur qui tu es.
Alors, moi, je viens du monde de la communication et de la communication événementielle culturelle, avec 14 ans dans la gestion de projets de spectacles vivants. Et en fait, dans cette partie-là de ma vie professionnelle, est arrivé l'Internet 2.0. Et si au début, je devais envoyer des maquettes et des revues de presse papier, très rapidement, j'ai dû faire des bandes aux gifs animés publicitaires, du tracking, des e-shops, des sites vitrines, des EPK, etc., etc. Et cetera. Et donc, à un moment donné, je me suis orientée vers ce que je prenais en main de façon empirique, et je me suis réorientée vers les métiers du numérique et a commencé ensuite une aventure d'une dizaine d'années avec des grands groupes d'architecture et d'urbanisme au sein desquels j'ai souvent été chargée de mission numérique, ce qui peut s'apparenter à ce que vous faites maintenant chez Join Maestro. On entend aujourd'hui de façon plus courante parler de product manager et de product owner. Et donc, voilà où j'en suis. Et aujourd'hui, j'officie en tant que freelance depuis 2 ans sur à la fois un pan d'activité plus de consultante. Comme je viens de la com, j'ai tout un pan de conseil et de coaching sur la stratégie d'influence, comment faire le mix média pour se faire reconnaître. Avec toujours, j'ai embarqué ce goût et ces connaissances pour le monde de l'architecture et de l'urbanisme. Génial, trop intéressant. Bah écoute, on va creuser vachement du coup sur ton activité actuelle et un peu ces dernières années. Et juste avant justement qu'on attaque sur ce sujet et que tu nous donnes ta définition à toi, est-ce que les personnes, les participants qui sont dans le chat peuvent nous dire un peu pour eux, c'est quoi un produit métier? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément clair pour tout le monde. Et du coup, ça serait bien si vous pouviez tous nous dire un peu en une phrase ce que c'est pour vous un produit métier, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est quoi les différences avec d'autres produits peut-être. Je vous laisse une petite minute pour nous partager. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez dire je n'ai pas d'idée si vous ne savez pas quoi mettre. Et pendant que vous nous répondez dans le chat, on vous donne un petit peu un aperçu du plan, le menu d'aujourd'hui. D'abord, on va parler d'un outil métier, c'est quoi? Du coup, répondre un peu à cette question pour bien reposer les bases. Et ensuite, on va voir les spécificités et les points d'intention. Et je vais donc couper mon écran et revenir avec vous sur Livestorm. Et bah écoutez, du coup, je vois que vous avez été assez timide pour nous partager votre définition de produit métier. Je vois que quelques-uns sont en train d'écrire. Est-ce qu'on attend une petite réponse peut-être? Je sais pas si vous allez vous lancer. Qui est destiné, qui s'adapte à un usage spécifique. Produit numérique conçu pour automatiser une tâche dans un domaine spécifique, métier. Ok. Justement, je suis venue chercher la définition ici. Bah, tu es au bon endroit. Et bah, écoute, génial. Je propose qu'on commence et qu'on attaque. Est-ce que, Anne, du coup, tu peux commencer par nous donner ta définition, la définition de ce que c'est un produit métier? Oui, alors effectivement, on va être dans le spécifique. Donc, ce qui est marqué dans le chat est correct. Alors, déjà, je donne ma définition. Hein. Définir les choses, c'est toujours dans un contexte, du point de vue d'où on se trouve. Donc, je ne détiens pas la science infuse. Et l'outil, il y a peut-être plein de définitions. À mon sens, on a dans les outils numériques différents besoins qu'on adresse. Donc, on peut faire un job board, on peut faire une marketplace, on peut faire un service de santé dématérialisé, une app de santé, ou de EdTech, ou de finance. L'outil métier, il va être beaucoup plus centré sur une solution qui répond à un besoin souvent en entreprise. Pour autant, je pense que c'est pas ce qu'on appelle un outil interne, parce que l'outil interne, ça va être ce qu'on peut appeler dans le langage courant la moulinette, ou pour les plus anciens, les matrices VBA, ou tout ce qui va être du scripting pour améliorer les process entre différents logiciels au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est vraiment de l'interne interne qui sort pas du périmètre de la structure informatique de l'entreprise. Mais ça, un outil métier, pour moi, peut être aussi une interface vers l'externe. Donc c'est pas un outil interne, c'est un outil métier. Et la spécificité de l'outil métier, c'est qu'elle répond, elle adresse un besoin très précis. Et donc la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un métier? Très souvent, les RH ont besoin d'outillage numérique parce qu'ils ont besoin
ils se sont vraiment ça se digitalise vraiment très fort dans les RH. Donc, il y a toujours besoin de rajouter une petite interface sympa, une automatisation, la mise à jour d'une base de données, faire une API pour plugger un nouveau job board, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi améliorer le partage d'une base de connaissances, ça peut être gérer le bâtiment, gérer les réservations en crèche. Les entreprises n'ont pas forcément envie d'acheter toujours des services clés en main. Et d'une façon générale, on va être dans les outils métiers sur des sujets assez récurrents. Donc, comme je le voyais dans le chat, on va être dans l'automatisation, souvent. Donc, on va avoir dans l'automatisation des sujets de data et de gouvernance de la data. Et on va avoir aussi de la méthode. Donc, si dans l'entreprise dans laquelle on officie, on a un service méthode, ça va être en bonne partie nos meilleurs amis. Et puis, on va souvent avoir un sujet d'UI UX. Pour moi, en 2022, ce qui fait la différence entre un produit numérique lambda et un produit numérique qui est un outil métier, c'est que l'outil métier, il a des codes, bon, c'est pas forcément le bon mot, mais on va dire un peu old school. Et en fait, tu pars en quête du bouton qui te sert à faire ton export. Tu pars en quête de la colonne que tu veux afficher toi tous les jours. Et en fait, tu as un outil qui est censé t'aider et tu rames avec des histoires d'UX, des user-friendly. Le gros bouton bleu, le gros bouton rose pour mes 3 actions qui me permettent d'aller vite. Donc voilà, l'outil métier. Donc c'est un besoin spécifique lié à un groupe de personnes, qui est une dizaine de personnes, allez, une centaine de personnes si vous avez un très gros client. Et on va souvent adresser des sujets qui sont autour de la gouvernance de la donnée et de l'UI UX. Ok. Ok. C'est marrant, je pense que quand tu donnes l'illustration un peu de la complication que tu peux avoir quand tu as un outil et que tu cherches pendant 5 minutes où est ton call to action, où est-ce que tu appuies, je pense que tout le monde a eu la vision d'une interface qui a clignoté, qui a rappelé un peu peut-être des mauvais souvenirs ou des souvenirs actuels pour certains. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, dans ta définition, c'est hyper large. En fait, ce que tu vas livrer à la fin, ça peut aller de features assez simples à un produit qui est plus complexe et qui est une interface complète, en fait. C'est très large. Oui, c'est pour ça que moi, en tant que PM ou en tant que ex chargé de mission numérique qui recouvre beaucoup de réalités, moi, j'ai décidé de me dire que c'était pas un outil ou un projet, c'est un produit. À partir du Mm. moment où on a un métier qui est notre user au service d'un besoin, je pense qu'on est dans une logique de produit. Ok. Qui veut dire produit, veut dire culture produit. C'est pas juste la direction des services d'information qui plug de logiciels et la base de données est connectée et puis je vous livre un truc dont vous devez faire quelque chose. C'est vraiment la culture produit. Comment est-ce que j'aide ce professionnel qui veut récupérer de l'info du logiciel du métier voisin et voilà, moi j'ai arrêté de faire le distinguo. Aujourd'hui, en 2022, on est vraiment dans une logique de produits, d'interface homme-machine, d'outils qui sont à l'équivalent de ce qu'on utilise dans nos vies personnelles. Ok. Hyper intéressant. J'en vois certains de vous qui mettent des petits commentaires dans le chat. N'hésitez pas à mettre directement vos questions. Moi, j'ai un œil sur le chat, donc si vous en avez, j'hésiterai pas à les remonter, à les poser à Anne. Ok, trop bien. Et du coup, on peut peut-être attaquer la partie sur les spécificités et du coup les différences. Tu en as mentionné quelques-unes. C'est quoi les grandes spécificités? Alors, bon, premièrement, c'est pas une nouvelle, on part rarement d'une page blanche dans ce genre de Mm. projet. Donc, la grande spécificité pour moi du produit métier, c'est qu'on va d'abord s'attaquer au problème et pas à la solution. Donc, on va avoir une phase de discovery assez importante. Et on va faire un discovery qui va pas tout de suite se concentrer sur les fonctionnalités, mais qui va introduire ce que moi j'appelle la continuité culturelle. C'est-à-dire que si on est au service d'un métier, par exemple, vous allez être appelé par le directeur d'une unité qui comprend bien que 2 équipes dans son service s'en sortent pas entre 2 logiciels qui communiquent pas et on perd trop de temps à faire des exports et des machins, des trucs. Bon, le directeur qui vous missionne, c'est une chose, lui, il va avoir une approche chiffrée, il va avoir une approche héroïste. La réalité, c'est que dans ma phase de discovery, je vais être, dans un premier temps, pas avec les logiciels, pas avec les API, pas avec l'architecture, je vais être avec les humains.
Et c'est ça pour moi la grande spécificité, c'est que je pars pas d'une page blanche, je pars d'une continuité culturelle, que même si les gars, ils travaillent avec des logiciels qui sont pas faciles à utiliser, dont on cherche le petit bouton, c'est ce qu'ils manipulent depuis des années. C'est leur outil de travail, c'est leur culture de travail. Mm. Donc, on part pas d'une page blanche, donc on n'arrive pas avec une vision haute de je délivre un outil magique qui va résoudre tous les soucis. Je pars d'une vision opérationnelle et je discute avec les gens qui ont ce besoin, leurs ambitions, les non-dits. Il y a beaucoup de Mm. non-dits parce qu'il va y avoir du changement. Est-ce que tu vas me changer mon outil? Parce que mon bouton gris tout petit que j'ai mis du temps à trouver, maintenant je le maîtrise vachement bien. Donc si tu me le changes de place ou que tu me fais une nouvelle interface, bon en fait je sais pas si je vais avoir envie. Donc voilà. Grosse phase de discovery, audit, et après, dans la discovery, on va avoir quand même assez rapidement la prise en considération de la technique. On n'arrive pas sur une page blanche, donc on fait attention à la culture et aux technologies actuellement en place. Est-ce que ça veut dire que quand tu vas commencer à avoir des interactions avec un nouveau client, euh, tu vas, même avant le brief, etc., tu vas avoir une grosse phase de recherche sur les spécificités de technique, un peu. Enfin, tu vas te former toi-même pour pouvoir parler un peu la même langue, quoi, finalement. Alors, moi, oui, parce que j'ai une appétence tech et ça me semble important puisqu'à un moment donné du projet, je vais avoir à discuter avec une direction des services d'information. Mm. Et donc, je vais avoir me former, c'est un bien grand mot, mais il faut quand même que je prenne en main un petit peu le logiciel ou peut-être demander une heure avec des professionnels à être derrière leur épaule, à regarder une tâche particulière. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire. En fait, moi, je le fais parce que ça m'aide à être plus percutante. Et puis, j'ai vraiment à souhait de ne pas arriver dans des entreprises en cherchant à révolutionner les choses. Il faut vraiment Mm. être au service opérationnel, comme je le disais, au niveau opérationnel. Néanmoins, je pense qu'avec un bon discovery vraiment user, vraiment ce que fait un PM, ça restait sur les besoins, etc., ça permet déjà de rentrer en communication avec les gens qui gèrent l'architecture réseau de l'entreprise et de rester à sa place de PM, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire à l'architecte réseau pourquoi il bosse en PHP et pourquoi il ne bosse pas en autre chose, enfin, c'est pas notre place. Donc voilà, ça dépend. Moi, j'aime bien aller jusque-là parce que ça m'aide à asseoir et à me projeter dans l'outil qu'on va leur proposer, mais je ne suis pas persuadée que ce soit nécessaire. Ok. Ok, et j'avais une autre question, ou plutôt ouais, une remarque sur la partie que tu mentionnais, sur la discovery. Et ce qui est hyper intéressant et la grande différence aussi dans les utilisateurs, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui choisissent pas de choisir ton outil. Ils peuvent pas aller fermer le truc, plus jamais s'en servir, parce qu'en fait, c'est une des étapes incontournables dans leur job pour accomplir leur travail. Et du coup, c'est une énorme différence qui fait qu'ils prennent beaucoup plus à cœur peut-être toutes les modifications que tu vas faire, et ça a d'autant plus d'impact sur leur quotidien puisqu'ils ne peuvent pas faire forcément autrement que ce que tu vas développer. Donc, je trouve qu'il y a cette notion aussi qui est vraiment très différente de quand tu as des utilisateurs, je sais pas, énormément d'utilisateurs qui utilisent ton app et qui finalement peuvent arrêter d'utiliser et aller voir la concurrence si ils sont pas satisfaits, quoi. Mais il Ouais. y a aussi cette grande distinction que je trouve assez intéressante. On a un partage de Clara qui nous dit ce qu'elle trouve assez spécifique quand on bosse sur un produit métier, c'est le niveau de frustration élevé des utilisateurs, voire le découragement, les solutions déjà en tête, ils pensent savoir car ils le font 10 fois par jour, et l'obligation d'identifier toutes les petites magouilles déjà en place pour contourner le problème. J'aime bien Ah bah, l'idée de petites magouilles. On va parler de shadow IT. C'est-à-dire que souvent, on arrive dans des services où il y en a forcément un ou deux qui ont pris en main un Airtable, un Zapier, qui se sont mis un Notion. Enfin, et moi, j'adore. Parce que du coup, c'est ce que je parlais, c'est la continuité culturelle. Quid dans les 20 personnes qui ont un besoin d'automatisation, de changement de process, de celui qui n'a pas du tout envie que tu touches à son logiciel et de celui qui sait bricoler sa moulinette une fois de plus avec mm, du no-code ou autre. Et donc, c'est Shadow IT. Et on le sait, c'est plutôt fécond la plupart du temps. Les gens qui ont
contourner les sujets comme ça. C'est-à-dire, tu vas reprendre un peu leurs idées ou tu penses que du coup, il y a un peu une graine déjà qui est semée et ils vont être plus enclins à suivre tes propositions? Bon, une fois de plus, moi, dans un outil métier, je vais être à l'écoute des opérationnels. Donc, c'est vrai que si quelqu'un s'est bidouillé un Airtable qui communique avec une interface Notion et puis un Typeform, enfin, je sais pas, je raconte des bêtises, hein, j'en sais rien. Mhm. Oui, je vais être à l'écoute. Mais lui, c'est son métier. Il a déjà réfléchi à j'ai besoin d'une DB, j'ai besoin d'automatiser, j'ai besoin d'un affichage neat design. C'est des éléments que je peux que entendre. Mais bon, on arrive peu ou prou au même, aux mêmes phases, au même user de journée à la fin. Mhm. Quels sont les technos derrière ou autres. Ok. C'est à discuter. Mais, Ok. On a une question de Alilou en termes de méthodo. Qu'est-ce que tu fais après la discovery avec les métiers une fois le sketching fait, les sketching faits? Alors là, c'est une autre spécificité des outils métiers. Avant de parler de user story et de sketching, tu vas en interne et tu vas travailler avec les DSI. Tu vas parler RGPD parce que, comme je le disais, on a souvent des histoires de data, en fait. Donc, on va rentrer dans la phase d'alignement. Donc, tu arrives avec un certain nombre de prérequis. C'est des gens qui de plus en plus fonctionnent en méthode agile. Donc, on peut potentiellement arriver tout de suite avec des user stories. Mais il y a des chances pour que dans cette phase d'alignement, cette phase de tous les dangers, où tu peux avoir un go, no-go de la part des gens qui sont en charge de l'informatique dans cette entreprise, tu passes par des specs techniques dans un premier temps. Et tu Ok. scopes à mort tout ce qui va être architecture avec eux. Et donc là, tu parles pas de prototype, tu parles pas de, ouais, tu parles pas de proto, tu rentres déjà dans, tu essayes de border à fond le projet et tu vas plus travailler avec eux sur du bêta testing et être déjà assez vite dans la même phase d'alignement avec les personnes qui sont en charge de l'informatique dans cette entreprise, essayer de choper un go. Et une fois que tu as le go, tu transcris ça en user story et là tu reviens à l'échelle du directeur de service qui t'a commandé cet outil. Et là, avec lui, tu vas travailler sur le pilotage du build et du delivery de ton outil. Ok. Ok, donc c'est vraiment une mini loop dans la loupe, quoi. Vraiment. Ouais, un peu, ouais. C'est une petite loop dans le process. Alilou, n'hésite pas à nous confirmer si ça a répondu à ta question ou pas. Est-ce que tu as des exemples dans cette phase justement d'alignement qui est un peu compliqué le temps d'avoir un go, un no-go? Tu as, des exemples de difficultés que tu as déjà rencontrées ou des cas concrets où en fait tu t'es un peu pris un mur et puis tu as appris un truc, tu appris une nouvelle manière de faire? Oui, c'est un classique pour moi, mais peut-être que c'est un. euh, L'idée de prototype dans certaines cultures d'entreprise ne passe pas forcément parce que c'est pourquoi je passerais du temps de production à développer un truc qu'on ne va pas déployer. Donc, la logique de testing de proto à l'échelle de V0, de V1, voire d'outils no-code avant de voir si on teste, si les gens le prennent en main pour le faire dev en dur, pas forcément quelque chose qui passe. Donc, il faut faire un petit pas de côté, il faut trouver le bon verbiage et être plutôt dans du bêta-testing assez rapidement. Ok, ok. On a Lilo qui rebondit sur ta réponse. Du coup, tu parles de l'alignement avec les lead tech et juridiques. C'est ce Ouais, qu'elle a retenu là. Ouais. ouais. Ok. Clara, j'ai bien vu ta réponse. On la reprendra dans quelques minutes, si ça te va. Du coup, Anne, tu voulais nous parler aussi de la partie, la spécificité qui est le gros enjeu UI, UX. Est-ce que tu peux nous donner, selon toi, le niveau en fait de connaissance qu'il faut avoir en UI et en UX pour travailler sur des produits métiers? Alors, ouais.
Le niveau, bah, les bases. Moi, je travaille seule. J'ai pas eu la chance, j'adorerais, mais j'ai pas eu la chance de travailler avec des UX développeurs en tant que freelance. Et en entreprise non plus. Même parfois des réflexions. Non, mais on fait l'outil. Après, si c'est juste mettre des couleurs pour que ça fasse beau, on verra après. Alors, on n'est pas en train de faire un PowerPoint, mais donc j'ai des ressources que tous les PM, j'imagine, utilisent. Donc, faut avoir des notions de base et je vais peut-être juste vous copier des ressources. Tu veux que je les mette? T'arrives à les choper? Ouais. Alors, attends, je crois que Shana est sur le coup. Ouais, il y a Shana qui vous a partagé des ressources là-dessus. Il y a la base de connaissances Dribble qui nous permet toujours de nous inspirer, qui n'est pas toujours adéquate pour des outils métiers, mais qui nous permet quand même d'être dans les designs de l'époque. Après, il y a toutes les librairies Bootstrap, et puis moi, j'aime bien utiliser celle-là, là, le Material Design Lit. Donc, vous avez le lien en chat. Et après, quand je disais les bases, moi, je suis tombée amoureuse d'un livre récemment qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Vous avez le lien si vous voulez l'acheter. Je ne sais pas si on voit. Touch Design for Mobile Interface. Voilà, ça, c'est des tuteurs, des ressources qui, moi, me permettent d'appréhender les questions UX/UI. Okay. On va souvent être aussi dans des entreprises où on a des gens qui sont derrière leurs écrans, mais moi, ça m'est arrivé de travailler sur un outil de relevé de terrain. Et le relevé de terrain, bah, ils ont envie d'être avec leur téléphone, en fait. Okay. Donc, depuis le téléphone, comment est-ce qu'ils ont une interface mobile, mais qui, une fois, quand ils rentrent au bureau, met à jour un logiciel qui fonctionne sur Desk. Enfin, qui est optimisé pour ouvrir un dashboard en Desk. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant au niveau UX quand même, de ne pas offrir un truc monolithique, mais de bien penser le moment où il est sur le terrain, où il fait de la photo, il prend de la note, des fois il n'a pas de connexion parce qu'il est dans un souterrain, et donc comment est-ce que tu fais une mémoire tampon pour ensuite updater une DB, et quand il arrive au bureau, il ouvre son logiciel sur son gros desk, et là on a... Bon, c'est du classique aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que moi, ces 3 ressources que je vous partage aujourd'hui m'aident à appréhender tout ça. Ok, hyper intéressant. On a une question de Clara qui sortait un peu de ces thématiques-là, mais lorsque tu fais ce type de mission, tu as un budget tech qui te permet d'accepter une grosse refacto du modèle de données, par exemple. Qu'est-ce qui se passe, en fait, si on te demande de respecter un certain budget? Si on me demande de respecter un certain budget, je réduis la prestation. Il y a vraiment un gros sujet data, en fait. Alors, ensuite, comme il y a aussi des questions juridiques et RGPD. Donc, ça dépend de la taille de l'entreprise. Si tu t'adresses à une PME, PMI qui n'est pas très regardante, avec des datas qui ne sont pas hyper sensibles, tu vas pouvoir peut-être faire de la sous-traitance, travailler avec des prestataires sur des plateformes et essayer de réduire tes coûts de cette façon-là. L'enjeu, c'est quand même pour cleaner les jeux de données, par exemple, réécrire un nouveau référentiel ou ce genre de choses, tu t'adresses à un métier et à des gens qui connaissent leur logiciel et leurs besoins. En général, moi, j'ai toujours eu quelqu'un dans l'entreprise à qui délivrer une mission pour faire ce travail-là de modèle de données ou d'un nouveau, souvent c'est un nouveau référentiel. En fait, moi, je suis pas assez sachante dans leur métier à eux. Donc, soit on me nourrit et il n'y a pas le budget et je trouve un prestataire externe, je sous-traite. Soit on me nourrit, mais difficilement parce que c'est vraiment spécifique, c'est vraiment un métier, c'est vraiment un logiciel particulier. Et de toute façon, il y a toujours quelqu'un, souvent le mec qui a fait du Shadow IT et qui a mis en place son Airtable et son Zapier, qui va être missionné par son directeur pour passer tant d'heures sur la préparation de la création de cet outil avec moi.
Ok, du coup, ok. Et du coup, ça, c'est des choses qui sont très vite clarifiées dans le brief quand tu pars avec eux, ou alors toi-même, tu arrives à vraiment te dire, ok, là, sur cette dimension, ils sont pas clairs, faut vraiment que je revienne dessus. En fait, enfin, typiquement, pour moi, ça serait quelque chose où, en fait, ça n'a pas été bien éclairci dans le brief, ils se sont pas rendu compte que la personne pourrait pas allouer le temps nécessaire, ou en fait, qu'elle te transmettrait pas suffisamment, etc. Et en fait, toi, pendant le projet, tu vas dire, mais j'ai besoin de quelqu'un d'externe qui vienne appuyer là-dessus. C'est des situations qui t'arrivent, l'incompréhension à partir du brief. Et est-ce que tu as des tips un petit peu pour justement éclaircir ça dès le début? Est-ce que tu as une ligne de conduite que tu envoies à tes clients avec toutes les questions type que tu veux leur poser avant de t'engager? Mais il n'y a jamais de brief pas clair. Ah oui, Non, mais de la part du client, tu veux dire que lui se ouais, rend ouais, pas ouais, oui. Ah oui, 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 je compte. parle du client. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est difficile de répondre parce que les outils métiers, il y a des projets classiques du X et il y a des projets beaucoup plus complexes. Comment est-ce quelles pourraient être j'en ai pas trop. Je reviens sur la notion de grosse discovery avec pan culturel, pan métier et pan tech. D'accord. Euh, En fait, toi, ça te permet de comprendre et de savoir ce dont tu auras besoin et du coup d'être au clair dès le début, quoi. ouais. Il y a ce truc dont on parlait au tout début, on part rarement d'une page blanche. Comme le disait Clara, je crois, dans ses, voilà, ils ont des solutions en tête, ils pensent savoir ce qu'ils font 10 fois par jour. Et ils ont trouvé des startups ou des apps sur le marché où je comprends pas pourquoi on ne s'abonne pas à 69 $ par mois à tel outil que tous les architectes utilisent, etc., etc. Et en fait, il faut réussir à défendre son bout de gras en disant que il s'agira pas de les emmener vers cette solution-là, parce qu'après ils sont prisonniers de solutions externes qui sont parties d'une page blanche, qui leur offrent un outil clé en main, dans lequel ils vont devoir, avec lequel ils vont devoir s'adapter. Or, ce que nous on propose en tant que prestataire indépendant, c'est leur métier, leur usage, leurs besoins. Et on développe juste, donc less is more, on en revient au titre de l'événement, Mm. on développe juste ce dont tu as besoin. Et, euh, et donc, voilà, donc ces questions-là, dans le brief, en général, au contraire, ils ont un point de vue très, très clair de ce dont ils ont besoin. Ok. Ok, et du coup, ça fait une très bonne transition justement vers la partie pourquoi faire léger, où je sais que tu avais, plusieurs choses à partager, notamment l'humilité face au métier, Ouais, dont tu as parlé plusieurs fois. bah, c'est exactement ce que je viens de dire. On a Ouais, face à nous des solutions clés en main qui vont, par exemple, avoir une app dédiée. Si j'en reviens sur mon exemple des applications de relevé de terrain, c'est vrai que le professionnel qui cherche et qui sait que ça existe, il va tomber effectivement sur une start-up qui a réfléchi à ça. C'est des anciens ingénieurs qu'on fait ponts et chaussées, donc ils ont un produit hyper intéressant. Mais en général, moi j'utilise souvent cette analogie, vous allez vous mettre sur le dos un abonnement, souvent c'est de l'abonnement, euh, qu'on va vous demander de customiser. Donc vous allez avoir un surcoût parce qu'un intervenant de cette startup va venir vous faire votre app à vous. Du coup, en fait, l'abonnement à 69 $ par mois, il y a déjà 75 000 € à sortir de consultants ou d'intervenants avant. Et en fait, bah, vous êtes en train d'acheter un semi-remorque alors que ça se trouve, vous avez besoin d'une charrette. Donc, mm, il faut, pour moi, faire léger, ça veut dire, oui, pour nous en tant que professionnels indépendants, c'est compliqué d'écouter le métier, d'être humble face à son logiciel, face à ses process, face à ses méthodes. On est rarement dans le monde de l'agilité, mais il faut entendre tout ça, accueillir tout ça. La dette technique aussi. Dans les entreprises, on a souvent des infrastructures réseau qui sont monolithiques, où on ne peut pas toucher à tout. C'est pas vrai qu'on peut glisser un outil qui va taper dans tel ou tel endroit parce que c'est le bazar. Et ça s'est construit comme ça, de façon vernaculaire. Donc il y a des erreurs de code, il y a des choses qu'on a bien fait à un moment donné pour répondre à une époque et puis qui aujourd'hui sont un peu obsolètes. Mais on peut pas y toucher, sinon ça effondre toute une brique. Et encore, il n'y a pas vraiment de logique de brique. Tout ça, moi, j'ai une approche qui veut accueillir cette complicité-là. Parce qu'en fait, l'entreprise, j'ai pas envie de lui mettre dans la main
un consultant qui va custom une app qui répond à un petit besoin, alors que moi, en tant que consultante indépendante, je vais peut-être adresser 3 de leurs gros besoins, UX, data et process. Alors oui, avec plus de boulot de discovery, en devant convaincre la DSI, en étant dans des phases d'alignement un petit peu tendues, mais au moins j'adresse vraiment un besoin et je solutionne les besoins métiers. Et pour moi, finalement, je trouve que faire moins, c'est faire mieux. Bon. Faire moins en termes de tech, voilà, nous on est dans la tech, on fait de l'IA, on fait ceci, on fait cela, mais être plus dans l'humain et le besoin. Orienté user, orienté user, orienté user. Mm. Hyper intéressant. Je me demande, c'est quoi un peu la temporalité? Bah, je pense que ça va dépendre énormément de tes missions, mais c'est quoi la temporalité du temps que tu vas passer du coup sur une problématique? Je pense que la phase discovery, franchement, on est toujours sur du 15 jours, avec au moins, enfin 15 jours, 2 semaines, quoi, en gros, entre le début de l'audit scoping et puis le premier livrable, avec des entretiens métiers. Après, pour le reste du projet, bah, ça dépend. Moi, en tant que freelance, donc quand j'étais chef de projet numérique dans les entreprises, en entreprise, pour toutes les difficultés d'alignement, ça pouvait prendre des mois, ça pouvait s'enliser. Et j'ai l'expérience de produits qui sont jamais sortis, alors qu'on y a passé 3-4 mois. Pas full time, hein, mais voilà. Après, en tant que freelance, j'ai eu des projets qui étaient plus de l'ordre de l'amélioration d'interface on-machine. Donc, après, une fois que tu as fait un bon discovery et que tu as proposé une solution technique qui va à la DSI, il faut pas. Ça va de une semaine de build à peut-être un mois, mais grand maximum, quoi. Ok. Pour ce que j'ai eu, moi, comme chantier. Mm. C'est vrai, quand on est dans créer des API pour plugger deux logiciels qui sont chez des fournisseurs différents, etc., ça peut être très tech et développer une API, des fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Mm. Ok. Et du coup, dans le cas de figure que tu mentionnais, là où justement finalement ça n'a pas fini par aboutir sur une solution, sans nommer, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, nous partager pourquoi en fait ça n'a pas fonctionné? La méthode, en fait, le pilotage du projet était déjà pas du tout en mode agile. Et du coup, on se retrouvait avec des besoins de direction pour justifier une espèce de logique de performance, alors qu'on parlait d'outils métiers et de besoins métiers. Et donc, à un moment donné, ça ne cessait pas de frotter, de frotter, de frotter. Et en fait, on n'avait pas les mêmes objectifs et du coup, la même indicateur. Donc, la méthode dans un projet, c'est hyper important. Et en tant que PM, on est très tôt en train de se mettre des indicateurs de réussite du projet. Ce que dans les entreprises traditionnelles, quand on a envie de faire une nouvelle moulinette, on ne met pas d'indicateur de réussite. Et donc voilà, ça c'est assez important. C'est pour ça aussi que pour moi, l'informatique en entreprise aujourd'hui, moi j'ai envie d'avoir une approche produit tout le temps. Puisque je pense d'abord à l'utilisateur du produit et je pense aux indicateurs de réussite et qu'effectivement, on n'est pas là pour faire des protos, on n'est pas là pour perdre du temps. Maintenant, il y a des méthodes, il y a les méthodes agiles, il y a tout un phasage de projet qui est à respecter. Et puis, ça, c'était pas à l'époque où je travaillais dans un bureau d'études. Je me souviens qu'il y a un ingénieur qui avait été embauché et qui maîtrisait React et qui avait été missionné par une autre personne de l'entreprise pour faire une petite interface sur un outil de démonstration, un outil de data vise sur lequel je travaillais de longue date avec les métiers, avec la DSI. Donc, c'était lourd. Et la méthode, et le problème de... Et lui, en fait, on lui a demandé de bricoler une interface. Évidemment, il est allé beaucoup plus vite. Évidemment, il n'a pas fait l'audit. Et les métiers, il est parti du principe qu'il les comprenait, qu'il les connaissait. Ce qui n'était peut-être pas faux, parce qu'il avait ce cursus-là. Sauf que quand il s'est pointé avec son appli, tout le monde l'a regardé, que ce soit les métiers ou la DSI, sauf la personne qui l'avait missionné, en disant « Mais tu as mis en place un truc, pas inintéressant, mais dont on n'a pas besoin. »
qui répond à aucun de nos vrais besoins. Donc ça aussi, je trouve ça dommage, les espèces de moutons à 5 pattes qui bricolent des choses avec des frameworks aujourd'hui. Je trouve ça normal que dans l'entreprise, il y ait un petit peu de shadow IT et qu'il y ait des gens comme ça qui se débrouillent et qui font des choses très rapides et bien pensées. Mais une fois de plus, la méthode du PM, la méthode qui te prouve que c'est pas le tout de ramener une app avec une interface, un formulaire et un gros bouton. Si derrière, en fait, ça se plug pas au logiciel, ça répond pas aux besoins de l'architecte, de l'ingénieur structure ou de l'ingénieur environnemental. Est-ce que tu es allé leur parler? Quel est leur problème? Mais c'est un petit peu toujours, voilà, je reviens toujours à less is more, c'est pensez pas forcément tech, pensez pas solution, pensez pas je vais vous montrer que je maîtrise tel framework ou que je vais sortir. Ce qu'on vous demande, c'est de comprendre l'humain et de comprendre les réalités d'un métier. D'un métier avec sa culture, avec son passif, avec ses diplômes, avec ses logiciels historiques, avec ses logiciels émergents. Voilà, ça c'est 2 exemples. Et franchement, moi j'étais embêtée pour cette app bien développée et ce type qui avait bien scopé le problème. Mais ça a été une fin de non-recevoir. Ouais. On est beaucoup dans des histoires de culture encore en tant que PM, comme ça, sur des outils métiers, on est dans le change. Faut pas se leurrer, on n'est pas dans la tech, on est dans le change. On a pas mal de réactions. Clara qui dit on en connaît tous un, et ensuite il nous dit que c'est l'utilisateur qui ne sait pas faire son métier. Ça, c'est une très bonne réaction. Non, ouais. Et Alilou qui dit j'ai envie d'envoyer cet extrait tellement c'est vrai. C'est bien, on sent que tout le monde se retrouve un peu dans les partages d'expérience. Du coup, ce que tu me dis un peu, ça me donne envie de zoomer sur la partie discovery. Justement, ces 15 jours, du coup, 2 semaines dont tu parlais. Tu peux nous donner un peu des tips de ce que tu mets en place, qu'est-ce que tu fais justement pour vraiment passer du temps et pour comprendre le problème avec tes utilisateurs. Oh, tu me prends de cours. Bah non, mais j'ai toute une boîte d'outils en fonction de l'outil sur lequel je bosse. Moi, j'aime bien ramener, justement parce que le métier est très opérationnel, j'aime bien à un moment donné, bon, va y avoir le user journey. Toi, en tant que professionnel, tu arrives sur ton logiciel, c'est quoi le début de ton voyage, c'est quoi la fin? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ton logiciel, il doit communiquer avec le métier d'à côté? Pourquoi l'automatisation? Pourquoi un plus beau bouton? Donc voilà, je vais essayer de te faire un atelier post-it et puis tu vas m'aider à mettre la tâche, l'interaction, la tâche, l'interaction, la tâche, l'interaction. Comme ça, après, ça me fait un début de trame pour ensuite en extraire les user stories à prioriser. Mais j'aime bien faire aussi, peut-être pas un business model canvas, pas du tout même, mais leur faire prendre de la hauteur. Parce que si jamais, comme je le dis depuis 45 minutes, je suis très à l'écoute de l'humain et du métier, l'opérationnel, c'est quand même un âne batté qui a des œillères. Et il faut quand même qu'ils comprennent que ce qu'il fait au sein d'une entreprise, c'est participer à un cycle de valeur. Et que lui, son besoin très spécifique s'intègre dans une chaîne business. Et dans des us et coutumes que les concurrents en face ont adopté ou pas, que les gens à l'international ont adopté ou pas. Donc, je vais avoir un atelier qui est de l'ordre du benchmark. En fait, on va benchmarker, on va prendre de la hauteur. Et c'est aussi montrer aux gens que j'audite pendant, je sais pas, 2-3 matinées, toute la confiance et le respect que j'ai en eux. Je sais qu'ils sont en capacité de comprendre qu'ils font partie d'une chaîne de valeur et que voilà, dans cette phase de discovery, pour récupérer des éléments, je vais être sur la user story et je vais leur donner un petit coup d'alignement business, qui se rendent compte qu'ils sont le maillon d'une chaîne. Et après, il va y avoir des nouveaux insights, en fait, des réflexions ou des éléments, notamment quand on benchmark et qu'on va regarder à l'extérieur, qui vont me permettre, moi, d'être certaine ensuite du choix technique ou de la fonctionnalité que je vais prioriser. Ok. En général, je le bricole comme ça. Ouais. Ok. Je les écoute, on bosse ensemble, ils m'expliquent, je les nourris, je leur fais prendre de la hauteur.
Et après, du coup, ça me renvoie des informations où moi, je commence à avoir, voilà, haut, bas, haut, bas. Je commence à avoir suffisamment d'infos pour arriver à cibler vraiment le besoin. Ok. Ok, c'est pas intéressant parce que je trouve que ça rebondit pas mal aussi avec ce que Clara nous avait partagé sur la vraie, enfin, deux des grosses difficultés, c'était le niveau de frustration des utilisateurs et les solutions déjà en tête. Cet aspect un peu prendre de la hauteur et surtout passer du temps enfin, à les nourrir et à leur apporter quelque chose, je pense que ça permet un peu de dénouer ça et de les embarquer et de leur inspirer confiance et de leur montrer que t'es pas arrivé avec tes gros sabots, mais qu'en fait tu te poses vraiment les questions avec eux et que finalement c'est pour eux à la fin la valeur que tu essaies de créer. Donc c'est hyper intéressant. J'avais une question un peu bête, je pense. Je vais la poser quand même parce qu'il n'y a pas de question bête. En fait, je pense que ça va dépendre du coup de tes clients, mais comment ça se passe quand tu développes la solution? Est-ce que du coup, c'est 100% du temps développé, c'est du code, c'est fait par un dev, par un tech de l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que parfois tu externalises? Est-ce que c'est toi qui vas construire quelque chose avec un peu de no-code? Comment ça se passe cette partie-là? Ton implication dans cette partie-là? Euh, à ce jour, je suis arrivée en groupement avec un dev qui code dans un framework. Avec, ouais, souvent c'est du React. Attends, c'est-à-dire que tu es toujours avec, j'ai pas compris, tu bosses toujours avec un dev, quelqu'un que tu connais bien avec qui tu as bossé sur Moi plusieurs en tant que projets? PM, ouais, moi en tant que PM, Ok, j'arrive comme ça. ok, Après, si jamais, donc là on parle aujourd'hui des outils métiers, il m'est arrivé de mettre en place des choses. J'arrivais avec la casquette de consultante pour une stratégie d'influence, donc recentrer les discours sur les médias sociaux, voir quel event en ligne et pourquoi et comment, etc. Dans ce genre de prestations, moi, je me suis formée en tant que PM aux outils no-code. Et donc, parfois, dans des entreprises plus modestes, où une fois de plus, il n'y a pas d'enjeu RGPD hyper fort, mm, il y a des budgets restreints, je peux mettre en place, avec tous les outils no-code qu'on a actuellement, des outils automatisés qui répondent. Là, j'avais besoin de les aider sur un calendrier éditorial écrit à 4, 5, 6 mains. Voilà, il fallait qu'on ait un outil de centralisation. Ce soit pas forcément Teams parce que ça leur allait pas. Et donc là, j'ai travaillé avec des outils no-code. Mais est-ce que c'est un outil métier? Je ne sais pas. Après pour outils métier, ceux que j'ai eu à faire par moi-même, j'ai pris un dev avec ok, un framework. Quoi. ok, ok, c'est hyper intéressant. Parce que je me dis, en plus, j'ai l'impression, quand vous vous êtes un peu présenté pour les personnes qui sont connectées avec nous, que vous étiez pour la plupart des personnes quand même en interne d'entreprise qui, du coup, probablement bossent pour des outils en interne directement, ce qui est du coup un peu différent d'arriver en freelance ou en consulting plutôt dans des grands groupes. Du coup, je pense que, enfin, ça serait cool un peu de savoir dans le chat si vous, effectivement, les produits métiers, enfin, les solutions que vous développez en interne, vous les faites avec du no-code. Je vois on a une convaincue avec Muriel qui dit vive le no-code. Donc, euh, donc, déjà, on a ce partage-là. N'hésitez pas à nous dire. Et puis, si vous avez d'autres questions pour Anne, à nous les poser également. Il y a des fois aussi où le no-code, enfin vous chez Join Maestro, c'est votre discours actuellement, j'ai l'impression, mais c'est vrai que moi je me suis formée à tout un tas de langages, mais je suis jamais que formée et initiée. En fait, c'est pas du tout mon mindset de prendre un terminal et de coder. Donc je vais toujours avoir des difficultés à coder, à produire. Euh, mais c'est vrai que ça nous a franchi un petit peu de cette étape-là et parfois même je parlais que la logique du prototype était rarement bien vue dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé jusqu'à présent, mais je pense que c'est une Oui. sorte de culture. Plus on va vers la culture produit. Je pense qu'en tant que PM, en tant que consultant et PM tel que je le suis actuellement, faire un proto avec un Bubble ou un Glide ou un Adalo peut me permettre de tester des choses. Et je pense qu'il y a quelque chose dans la mallette à outils du PM qui actuellement est en train de s'ouvrir. Mm. Pour les outils internes, après, je pense même que, et de toute façon, on voit de plus en plus d'agences no-code sur le marché,
quand on gère les questions RGPD notamment, pour des petites entreprises, je pense que ça a des solutions en tant que telles, ce qui sont Mm. très intéressantes. Oui, complètement. En vrai, c'est un peu ce qu'on a observé. Du coup, ça fait maintenant 2 ans qu'on est bootcamp et qu'on forme des product managers et on voit une vraie évolution du métier. Je pense qu'il y a plusieurs notions peut-être à distinguer. Il y a celle où en fait tu vas vouloir faire un peu du no-code parce que tu veux automatiser un peu ton quotidien, tu veux accélérer des tâches, tu veux faire enfin, des automatisations pour remplir ton CMS ou pour gérer même ta to-do, par exemple. Et puis, tu as la partie plus où là, en fait, tu veux être capable de construire justement, je vois que Clara appelait ça un MVP-1, mais construire en fait quelque chose qui va te permettre de vite tester ton idée, tester ta solution, de faire des POC, comme on dit en product management, et du coup d'être capable très vite en fait d'avoir des retombées sur quelque chose en ayant investi un moindre coût. Parce que le no-code, ça coûte un peu moins cher, enfin, ça coûte moins cher, et parce que c'est beaucoup plus rapide en fait que de tout développer. Euh, Ça prend moins de temps et moins d'argent. Donc, il y a ces notions un peu qui sont les deux pour moi qui sont très identifiées et qui distinguent en fait l'utilisation que tu veux faire du no-code. Et il y en a une, je pense qu'après, si tu veux aller très loin et vraiment développer des outils, comme on voit des startups aujourd'hui qui développent tous leurs outils en no-code, enfin tous leurs produits tech en no-code, où là, en fait, tu vas plus loin. Il faut être vraiment expert d'un outil, il faut savoir l'utiliser hyper bien, par exemple Webflow ou Bubble. Mais c'est encore une autre utilisation, une autre catégorie, je dirais. On a une question de Sophie. Dans cette optique de no-code en MVP-1 POC, en vue d'une internalisation, quelles questions, quels sujets doit-on avoir en tête pour échanger avec une DSI? Bah, j'ai encore eu le cas dans un cadre très personnel, un dîner. Je sais pas, il y a des devs qui sont dans la défiance, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avec une DSI? J'ai l'impression que nous, en tant que PM, de toute façon, si on parle d'outils internes, on va pas, enfin, on va très rarement proposer j'entends entreprise, allez, on va dire entreprise de, je sais pas, 100, 200 salariés, voilà, on n'est pas dans la start-up. Euh, on va avoir du mal à mettre un Airtable ou un Zapier ou un Notion dans ce genre d'entreprise. Donc, on va Mm. pas parler de nos codes avec des SI. Moi, c'est mon sentiment, c'est là où j'en suis actuellement, mais peut-être que je me trompe et peut-être qu'il y a des grands groupes qui sont complètement ouverts à ça et qui arrivent à faire un mix. On en a des exemples qui arrivent à faire un mix entre architecture réseau monolithique et quelques outils no-code qui fonctionnent très bien et qu'ils ont internalisé. Et donc voilà, moi j'ai fait un dîner, pour terminer mon anecdote, j'ai fait un dîner où le dev me disait, si tu fais ton MVP sur Zapier, par exemple, qui est extrêmement puissant, le jour où tu demandes de transcrire ça à un dev, il va avoir toutes les peines du monde à faire un truc aussi puissant et ça va lui demander des mois de développement. Mais moi, j'ai Mm. pas forcément conscience de ça. J'ai autant de respect pour les techs, quelle que soit la technologie, mais même une technologie Shopify, une technologie WordPress, une technologie, on parlait de Dreamweaver tout à l'heure dans le chat, quelle que soit la techno derrière, moi ce qui m'intéresse c'est le user, c'est le produit, c'est la finalité. Faites léger, quoi. La tech qu'il y a derrière, mais on passe beaucoup trop de temps dans nos métiers à parler de la tech, quoi. Enfin, l'important c'est ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Et donc, j'avais pas conscience. Pour moi, le dev, c'est quand même, c'est du cousu humain. Donc, je vais au plus proche du besoin. Je vais coder ma fonction et mes méthodes qui sont vraiment résultat d'il y a user story. Donc, c'est vraiment du cousu humain. Quelque part, le no-code, on est toujours en train de contourner, je fais ça, mais en fait, attends, je vais plugger le truc parce que sinon, j'arrive pas. Pour moi, le no-code, de la contrainte naît la liberté, mais il y a quand même beaucoup de contraintes, contrairement à ouvrir un terminal et commencer à coder ses fonctions. Et là, j'avais un dev qui m'apportait un aveu un aveu d'incompétence en disant mais moi Zapier j'arriverai pas à le faire. Donc tu as fait ton MVP sur Zapier qui est ultra puissant et tu vas te pointer, tu vas me demander de faire la même chose mais tu te rends même pas compte du pied de la montagne, enfin tu me mets au pied de la montagne quoi. Et j'avais pas du tout conscience de cette approche-là des choses. Donc Sophie, j'ai pas de réponse à ta question. Tout ça est vraiment en mouvement. Comment une fois de plus, on est sur de l'humain, sur du culturel. Il y a des devs qui sont tout à fait au clair sur ce qui restera du code from scratch et ce qu'on peut faire en no-code parce que ça va plus vite, parce que c'est plus malin.
Et puis il y a des gens qui seront braqués, et puis d'autres qui seront très ouverts. Et j'ai pas le tips, j'ai pas la recette magique. Oui, je pense que aussi ça me fait penser, on a un intervenant chez Maestro qui vient du coup au bootcamp pour devenir product manager qui intervient 3 journées et c'est un dev, c'est un ex-engineering manager chez Le Bon Coin. Il s'appelle Stanislas Amsalem. Et en fait, l'objectif de ces 3 jours, c'est vraiment de transmettre les bases de la tech et les connaissances de la tech et savoir ce que c'est une API, le back-end, le front-end, connaître un peu les plateformes principales, connaître les bases, quoi. Et en fait, ça m'y fait penser ce que tu dis parce que je pense que c'est très important aussi d'avoir un peu une culture de ce que c'est Ouais. la tech et de pas tout de suite penser no code, outils d'automatisation d'aujourd'hui, solutions directes, mais vraiment aussi de se mettre dans les bottes, qu'en fait, enfin, de se mettre dans la tête aussi et de bien penser au fait qu'il faut intégrer la dimension tech et que en fait, c'est pas tout de suite tout fluide. Tout simple et c'est pas comme ça que ça va se faire, mais qu'il y aura peut-être des difficultés. Enfin, ça sera peut-être plus compliqué que prévu au niveau tech, ouais. Ça, c'est hyper intéressant. On a fait un Maestrix d'ailleurs. Je vais vous envoyer le lien. Je vous enverrai le lien dans l'email récap après cet event. Je vous mettrai le lien vers le Maestrix. Il est hyper intéressant. Et il partage un peu comme ça les choses qui pour lui sont essentielles à creuser et à connaître quand tu es PM et que tu bosses avec des devs. Donc, ça peut être intéressant. Trop cool. Et bah écoutez, il nous reste plus que 4 minutes pour cet event. Moi, j'aime bien toujours un peu avoir une minute carrière, un peu des conseils sur bon, est-ce que tu recrutes en ce moment et qu'est-ce que tu regardes chez les candidats quand tu recrutes ou alors toi-même, c'est quoi les choses les plus importantes bah, Jean-Baptiste, c'est quoi les choses les plus importantes que tu travailles sur ton profil, par exemple, pour, vu que toi, tu as une position en freelance, c'est quoi pour toi les choses les plus importantes à travailler sur ton profil? Alors là, je me suis emmêlée entre mes deux questions, mais c'était plutôt si tu recrutes pas du coup. Non. Tu n'as pas de recrutement. Bientôt. En toute logique. Bientôt. Non, alors du coup, plutôt dans l'autre sens, où est-ce que tu te positionnes, toi, pour trouver des clients? Est-ce que tu es sur les plateformes de base? Est-ce que c'est du réseau? Comment tu fonctionnes? Je vais y être bientôt. Ok. J'ai toujours pas fini ma petite plateforme, un site, une landing page, un site, enfin une landing page et Malte. Mais Ouais. pour l'heure, je vis sur les métiers de l'architecture et de l'urbanisme qui me connaissent, me reconnaissent et m'ont proposé des missions quand j'ai quitté le salariat. Donc moi, mon cœur business pour l'instant, ça reste la stratégie d'influence. Mais une fois qu'on a le pied là-dedans, on a fatalement des besoins d'outillage. Donc, posture de PM et j'ai été amenée à faire aussi vraiment plus de produits internes par ce biais-là aussi. Donc, pour l'instant, ça se passe comme ça. Mais les plateformes, ça va être LinkedIn, site internet et Malte. Il faut trouver une espèce d'écosystème là-dedans. Ok. Ok, hyper intéressant. Ça, c'est une vraie question quand tu es freelance, en fait, comment tu fais pour trouver tes clients, comment tu fais pour proposer ton offre. Et on organise un Maestrix là à la fin du mois. Justement, est-ce que freelance c'est fait pour moi? Quelles sont les bonnes questions? Quelles sont un peu les idées qu'on a de préconçues en mode freelance, ça va être trop facile, j'aurai plus de boss ou je ne sais pas quelles idées préconçues on peut avoir sur cette situation et un peu en fait se poser les bonnes questions avant de se lancer en freelance pour être sûr que ça nous correspond. On va en parler, on l'a pas encore ajouté dans la line-up, mais ça arrivera très bientôt sur notre groupe Meetup si ça vous intéresse. Alilo nous parle en fait, elle est intéressée par ton expérience en freelance. Comment tu as transitionné au product management? En fait, si on reprend la slide de départ, moi, je viens de la musique, de l'événementiel culturel, qui a été un des premiers milieux à se faire disrupter, où on a pas mal de métiers qui ont été transformés par des plateformes comme Bandcamp ou la page event Facebook ou des sites vitrines ou des Shopify. Et j'ai pas l'impression d'avoir switché vers le product management. Je pense que ça, c'est une continuité. Et que si on en revient au début, tout à l'heure, c'est pareil, on parlait de Dreamweaver, ça m'a pété à la bouche parce que, bah oui, moi, la première fois que j'ai fait un site web, c'était sur Dreamweaver en 99.
Donc, on est dans une continuité. Les métiers ne cessent de se spécifier. On ne cesse de. À la base, on était webmaster en Ouais, 1999. Et puis, le design des sites, c'était les prospectus, en fait, avec des onglets. C'est les ouais. prospectus papier avec des onglets. Et puis, du lien HTML bleu. En fait, on le sent. En fait, je me suis formée, j'ai fait des bootcamps cette année pour me remettre à niveau au niveau tech. Et en fait, j'ai pas eu l'épiphanie j'adore construire mon app et j'ai trop en tête l'algorithmie et je vais écrire la méthode qui va nanana. Ça a été laborieux pour moi. Par contre, dans le produit, tu le sens. Quand tu as une appétence, quand tu sais que tu as besoin du retour client, quand tu sais que tu as une base de connaissances avec des insights quelque part, tu sais que tu vas le trouver au marketing, tu sais que tu vas le trouver à la DSI, tu sais que tu vas le trouver. Tout ça, comment est-ce que tu transites dans la vie? Comment est-ce que tu te repositionnes? C'est toujours une grosse alchimie entre les choses qui sont évidentes, les compétences que tu dois acquérir. Et en fait, c'est toujours bien d'aller chercher des compétences et de se former, de sortir de sa zone de confort et d'être toujours dans de l'amélioration continue quelque part, amélioration continue de nous-mêmes. Mais il ne faut pas, ce que nous disaient nos parents, tu as des facilités donc tu ne travailles pas. Mais Mm. j'ai des facilités, pourquoi est-ce que j'irai voir ailleurs? C'est là-dedans que j'ai le feeling, que j'ai le truc. Donc, la vie, c'est toujours un peu comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on a des collègues qui se sont retrouvés pâtissiers ou boulangers. Parce que, en vrai, ils sont bons pour Ouais. faire plein de trucs. En vrai, des formations, ils peuvent en faire dans tous les sens. Mais allez, on va dire 70-30, c'est 30% de là où tu es à l'aise. Là où il n'y a pas de questions à se poser, même si la formation est hyper dure, même s'il y a de la compète, mais c'est là que tu es bon. Bon, bah, tu y vas à un moment donné, quoi. Mm. Je pense que quand on est freelance, il y a ces questions-là à se poser. Tu vas être tout seul, tu n'auras pas de boss, tu n'auras pas d'enjeu. Tes indicateurs, c'est toi qui vas te les poser. Donc, c'est bien que tu te formes et que tu apprennes des méthodes. Euh, c'est vraiment bon quand tu as plein d'intuition et que tu sais que tu es à la bonne place. Mm. C'est hyper intéressant. Alilou dit c'est deep et Thierry 100% d'accord. Mais Oui, ça, c'est hyper intéressant et puis même ça fait du bien de te l'entendre dire. Je pense que on est nombreux à penser ça, mais c'est bien toujours de le rappeler et de remettre l'importance, le curseur sur ce qui est important. Bon, écoutez, merci beaucoup, Anne. C'était hyper intéressant. Je pense merci que à toi. franchement, ouais, on a tous beaucoup appris. Pour tous les participants, je vais vous envoyer un petit email de recap avec notamment le replay, puis surtout les ressources que Anne vous a partagées. Mais en tout cas, merci à tous de vous être connectés puis d'avoir passé cette heure avec nous. Et puis voilà, encore merci beaucoup, Anne. Et puis j'espère qu'on pourra refaire peut-être des petits maestries sur d'autres prochains sujets, d'autres prochains produits métiers dans quelques mois. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à Bon tous. après-midi tout le monde. Au revoir. Au revoir.